Maintenant, oui. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette table ronde consacrée au sujet des super entreprises plus puissantes que les États. Je m'appelle Niklas Zabogi, je suis journaliste allemand du journal allemand FAZ à Paris et je souhaite le bienvenue aux 4 intervenants. C'est Madame Aurore Laluc, économiste, femme politique du parti Place Politique et présidente de la Commission des affaires économiques et monétaires au Parlement européen. Bienvenue. Après, sur votre gauche, c'est Christian Kelsen, diplômé en droit et en gestion d'entreprise, directeur du Greenland Business Association. C'est la principale organisation patronale et de représentation des entreprises du Groenland. Bienvenue. Après, on a Pierre Lévy, deuxième, merci, diplômé de l'ESCP, Business School et de l'ENA. Il est diplomate français, ou il était diplomate, et ambassadeur de France en Tchéquie, Pologne, et pendant presque 5 ans en Russie. Maintenant, il préside l'Institut des hautes études de défense nationale, et il a écrit un livre qui s'appelle « Au cœur de la Russie en guerre ». Bienvenue, et sur la droite, c'est Monsieur Louis Muniz, ingénieur civil de formation et titulaire d'un MBA. Il est associé et responsable du pôle Global Advisory pour l'Amérique latine chez Rothschild & Co à Sao Paulo. Bienvenue. Et avant de commencer, comme d'habitude, je passe la parole au coordinateur de cette table ronde, Monsieur Bruno de Creuse, professeur chez Aix-Marseille Université, spécialisé notamment sur les questions des marchés du travail et du logement, mais plein d'autres choses. Bienvenue et merci Bruno. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, je suis Bruno de Creuse, mais en fait, je suis professeur d'économie, mais je suis aussi doyen de la faculté d'économie et de gestion qui se trouve ici, à Aix-Marseille Université. Alors, pourquoi je vous le dis? C'est parce que si je suis doyen, c'est que je ne suis pas jeune. Si je ne suis pas jeune, c'est que j'ai été étudiant dans les années 90. Et devinez quoi? On parlait de quoi dans les années 90? Des firmes multinationales qui gouvernent le monde. Et à l'époque, c'était un énorme sujet. Et vous le voyez, ça n'a pas changé. Mais qu'est-ce qui, finalement, est différent aujourd'hui? Il y a 2 choses vraiment différentes. Là, d'abord, c'est la taille des acteurs. La plus grosse capitalisation boursière dans les années 90 aux États-Unis, c'était 100 milliards de dollars. Aujourd'hui, les plus grosses capitalisations boursières, ça se compte en milliers de milliards de dollars. Donc on le voit, en termes de magnitude, d'échelle, c'est radicalement différent. Il y a aussi des entreprises très différentes dans leur production. Avant, on produisait des cigarettes, les plus grosses. C'est des cigarettes, c'est du soda, des lessives, des voitures, des systèmes d'exploitation. Aujourd'hui, c'est des infrastructures numériques d'abord. C'est aussi, pour certaines entreprises de la finance, pour les plus grosses, ce sont des actionnaires de l'économie mondiale avec un pouvoir de marché absolument considérable. On en trouve aussi des grosses entreprises dans l'espace, l'énergie, la cybersécurité. Voilà, tout ça c'est très bien et on voit que ces entreprises ont un pouvoir économique, un pouvoir financier, un pouvoir technologique, un pouvoir géopolitique absolument fantastique. Mais à mon avis, le point important, le point nouveau, il n'est pas là. Le point nouveau, c'est que ces entreprises ne se contentent pas de produire des biens et des services. En effet, elles produisent aussi des récits, des visions du futur. Et c'est ça qui est fou en fait. Qui c'est qui nous parle aujourd'hui de la super-intelligence, de l'intelligence artificielle générale? Qui c'est qui nous parle de l'allongement radical de l'espérance de vie? Qui c'est qui nous parle de la fin du travail? Qui sait, enfin bref, toutes ces questions absolument vertigineuses, on aimerait que ce soit des grands responsables politiques qui nous les énoncent. Mais ça n'est pas le cas. Ce sont les dirigeants des très grandes entreprises du secteur de la tech qui nous parlent comme ça. Évidemment, pour nous, Européens, c'est vertigineux en fait. C'est vertigineux parce que ça met en opposition nos États, la fragilité ressentie de nos États capables de protéger, nos États capables d'accompagner les vulnérabilités, nos États qui peinent à produire des récits de transformation qui sont mobilisateurs sur des projets industriels, sur des projets technologiques conséquents. Et voilà, là est le cœur du sujet pour nous, Européens. Et alors, est-ce que ça signifie que les super entreprises sont contre les États? En fait, non, ça c'est une question de modèle de société. C'est une question de modèle de société parce qu'on a d'autres exemples. Aux États-Unis, bien entendu,
les super entreprises prospèrent avec l'État américain, pas contre l'État. Que serait-elle sans la politique énergétique américaine? Que serait-elle sans les universités américaines, sans la recherche publique américaine, sans la profondeur des marchés financiers américains? La commande publique, par exemple, est vitale pour SpaceX, qui n'existerait pas du tout sans elle. Donc, aux États-Unis, on prospère avec, les super entreprises prospèrent avec les États. Et ça nous amène à deux questions qui inversent un peu le paradigme et qui vont structurer un peu nos débats. La première, c'est quels sont les États capables d'héberger des super entreprises tout en conservant la main sur le destin collectif? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, elle est pour nous Européens, elle est pour nous Français, à la veille des présidentielles. Est-ce qu'on est encore capable de produire des conditions économiques, des conditions politiques, des conditions culturelles qui vont faire émerger les super entreprises de demain, mais pas n'importe lesquelles, les super entreprises européennes, les super entreprises françaises de demain? Les débats sont lancés. Je vous laisse maintenant avec nos quatre débatteurs. Merci. Merci Bruno. Merci Bruno. Et maintenant Christian, pour commencer avec vous. Vous êtes venu du Groenland. Ces derniers temps, c'est un pays qui a peut-être davantage perçu comme menacé par la politique, par un président d'un grand pays, plutôt que par des super entreprises. Alors, qu'est-ce que vous faites le plus peur, les super entreprises ou la politique d'un président? Well, thank you very much, first of all, and pardon my French. Tout d'abord, merci beaucoup. Excusez-moi de ne pas parler français. Merci. Je viens ici au nom de Groenland. J'essaye de vous présenter la perspective du Groenland. Comme je l'ai dit, nous avons en effet un voisin de taille importante qui essaye d'influencer le Groenland à l'heure actuelle. De l'extérieur, le Groenland va toujours paraître petit. Nous avons un PIB de 2,7 milliards d'euros. Donc toute entreprise qui débarque au Groenland, qui coopère avec le Groenland, va toujours devenir l'acteur le plus important par rapport à notre gouvernement. Pour ce qui est du débat qui nous anime aujourd'hui, on peut dire que le Groenland pourrait être un objet du passé ou alors la réponse pour demain en termes de contrôle gouvernemental. Comme Bruno l'a indiqué, aux États-Unis, on voit bien que le gouvernement accompagne les entreprises, achète des parts dans des entreprises. On voit aussi qu'il y a des subventions du gouvernement chinois vers des entreprises. Au Groenland, l'État, ou plutôt l'entité groenlandaise, parce que nous ne sommes pas entièrement souverains, dispose de plus de 55% du PIB par le biais d'entreprises détenues par le gouvernement. Nous avons donc une vraie mainmise sur les entreprises au Groenland qui sont détenues à 100% par le gouvernement, par le Groenland. Toutes ces entreprises créent l'infrastructure essentielle. Donc c'est une façon pour le gouvernement de contrôler l'infrastructure essentielle et de veiller à ce que cette infrastructure essentielle ne se retrouve pas entre les mains des étrangers. Ça, c'est dans la tech, dans les télécoms. Il s'agit d'infrastructures essentielles comme des aéroports, des compagnies aériennes ou encore des compagnies de fret. Toutes ces entreprises détiennent environ 100% des marchés dans lesquels elles se trouvent. Revenons-en maintenant à la taille des acteurs. Quand on se penche sur les plus grandes entreprises, n'oublions pas que la taille, ça ne veut pas forcément dire la puissance. Ce qui continue d'être détenu par le gouvernement, c'est la légitimité, l'état de droit, la reddition de comptes, la taxation, la sécurité, la disposition des ressources nationales et les licences lui permettant de les exploiter. L'une des choses que nous avons constatées au Groenland, c'est que ou plutôt par le biais de ces entreprises, d'autres politiques sont mises en place dans ces entreprises sur les questions sociales, sur les questions de droit de travail qui ne relèvent plus de ces entreprises. Alors, ça peut être considéré comme étant un problème ou alors comme une opportunité pour les gouvernements. Ça leur permet de mener à bien davantage de politiques grâce à des fusions, grâce à leur travail au sein des grandes entreprises.
Et pour conclure, j'aimerais également nous rappeler à tous que le Groenland, c'est un tout petit pays en termes d'économie, certes, mais très grand en termes de géographie et en termes d'espace souterrain. Nous avons 40% de minéraux de terres rares sous nos terres, mais aucune entreprise d'extraction ne détient le Groenland. Ça relève du gouvernement du Groenland. Les gouvernements donc vont toujours être ceux qui décident, en tout cas notre gouvernement décidera toujours de la mise en œuvre ou non des projets. Madame Laluc, alors on vient d'apprendre que le Groenland essaye de protéger les infrastructures critiques, etc. Et l'Europe? L'Europe. Je vais peut-être commencer par rebondir par tout ce qui a été dit brillamment d'ailleurs par tous les deux avant. Je crois qu'il y a toujours un lien entre le privé et le public. Le privé, effectivement, et le public vont toujours ensemble. Et ce n'est pas tout à fait nouveau que les entreprises ont des tailles absolument gigantesques. J'ai fait mes études aussi dans les années 2000. Donc c'était déjà un élément du débat. Peut-être que ce qui change maintenant et ce qui nous heurte aussi, ce sont deux choses. Tout d'abord, ces entreprises qui peuvent nous poser un problème, des fois, ne sont pas forcément françaises, elles ne sont pas forcément européennes. Et en fait, à mon avis, le sujet, il est là, en réalité. C'est-à-dire qu'on subit beaucoup de ces géants, notamment de la tech, puisqu'on ne les nomme pas depuis tout à l'heure, mais en fait, c'est ça dont on est en train aujourd'hui de parler. On les subit économiquement, on les subit aussi d'un point de vue démocratique, puisqu'on voit très bien un certain nombre d'ingérences qui peuvent être faites dans le débat public, que ce soit sur les réseaux sociaux. Et en fait, c'est là où en fait, on a un problème. C'est-à-dire que nous n'avons pas été encore en capacité de créer ce type de concurrents qui sont en réalité des bras armés politiques. Puisque en réalité, les intérêts d'un très grand nombre de big tech américaines servent aujourd'hui en partie les intérêts de Donald Trump. Et c'est pour ça que par rapport au thème du débat, la politique est première, toujours. Parce que le politique peut faire quelque chose qu'une entreprise ne peut pas faire, il peut dire non. Et il peut dire non au secteur privé. Et des fois, il doit même dire non au secteur privé. C'est lui qui met les limites en réalité, c'est le législateur qui met les limites. Et c'est pour ça d'ailleurs que les géants de la tech, et j'en reviens à l'Europe, sont très violents vis-à-vis de l'Union européenne. Pourquoi ? Parce que c'est un secteur qui a besoin de s'étendre en permanence. C'est un business model pas très intensif, c'est très extensif. Et en fait, ils ont besoin de concourir toujours de nouveaux marchés. Or là, on leur pose un problème, parce qu'en fait, on a des règles qui les empêchent, DSA, DMA et AAT, qui les empêchent d'avancer comme ils veulent en réalité. Et c'est là où on voit que le politique est premier. Et c'est là où on voit où il faut faire très attention quand on parle de déréglementation, simplification. Attention, c'est aussi notre force en réalité. C'est aussi ce qui nous protège, c'est aussi ce qui protège nos entreprises, c'est aussi ce qui protège l'état de droit. Donc, l'Union européenne est une puissance normative. Ce n'est pas assez, je le regrette, je suis fédéraliste, j'aimerais qu'on ait un budget, j'aimerais qu'on ait une politique industrielle, j'aimerais qu'on soit aussi plus agressive, à vrai dire, vis-à-vis de l'extérieur, mais c'est une puissance normative, et une puissance normative, ce n'est pas rien en réalité, parce que c'est le pouvoir de dire non. Et chez moi, ce sont mes règles qui dominent. Donc pour moi, non, en réalité, le politique reste premier sur le pouvoir économique, quand bien même ces firmes sont géantes. Et ensuite, elles viennent servir le politique. Et le politique les sert aussi, notamment aux États-Unis. Regardez, toute la politique de Donald Trump sur les cryptos, elle sert à quoi ? Elle sert à la fois à soutenir une partie de sa base économique, elle sert aussi à l'enrichir. On vient d'apprendre qu'il a gagné 1 milliard, si j'ai bien compris, grâce aux cryptos. Donc ça va main dans la main. C'est vraiment hand in hand. Donc, toujours se rappeler que le politique est premier, parce que le politique, c'est la possibilité de dire non, que oui, il y a des géants, il y a aussi une bulle, voilà, et que maintenant, c'est à nous, surtout, de créer aussi nos géants du numérique et de nous protéger de ces entreprises qui viennent servir en réalité un agenda politique, mais qui sait, si Donald Trump était au pouvoir, peut-être qu'il viendrait servir un autre agenda politique. Voilà pour les quelques minutes d'introduction.
Merci madame. Monsieur Lévy, vous aviez habité en Russie, dans un pays où c'est certain que la politique domine. Mais c'est quand même pas un exemple pour nous, pas un modèle. Oui, alors effectivement, je viens d'un pays où la géopolitique est au cœur, avec des leviers, même des armes que sont Gazprom ou beaucoup d'autres sociétés, Rosatom et d'autres. Et je dirais simplement que c'est très révélateur aujourd'hui de l'état du monde. Si je voulais décrire un peu le paysage global de la confrontation, je dirais que depuis une trentaine d'années, nous sommes dans un monde qui est façonné par deux séries de forces. Vous avez la globalisation. La globalisation, c'est l'interdépendance, win-win, tout le monde gagne, les échanges de biens, de services, de personnes. Et puis, vous avez les chaînes de valeur, bien sûr, et puis vous avez la logique des politiques de puissance, de la géopolitique. C'est le jeu à somme nulle. Et c'est le jeu à somme nulle, c'est la quête des territoires, c'est la quête des ressources naturelles, c'est aujourd'hui la politique américaine, on a parlé du Groenland, c'est bien évidemment aussi la politique de la Russie. Et on voit bien que la géopolitique, les politiques de puissance prennent le dessus aujourd'hui. Et les États essayent d'enrôler, d'instrumentaliser, d'arsenaliser leurs grosses entreprises. Moi, ce qui me frappe beaucoup, et Bruno De Creuse a eu tout à fait raison de rappeler la longueur du débat. C'est un débat très ancien. Je me souviens, quand j'étais étudiant, je lisais Raymond Vernon, Sovereignty at Bay, et Galbraith, c'était cette problématique des firmes multinationales. Mais aujourd'hui, ce qui me frappe, c'est qu'on ne parle plus d'ailleurs des firmes multinationales. On leur assigne une nationalité. Elles sont russes, elles sont chinoises, elles sont américaines. C'est très révélateur de cette rétractation sur l'intérêt national. Ça, c'est très important. Deuxièmement, elles sont utilisées par les puissances. Regardez, pour prendre l'exemple de la Russie, les Russes tendent un piège à Trump, un des nombreux pièges à Trump, qui est celui de la normalisation russo-américaine. Et puis finalement, l'Ukraine, oublions le conflit, vous allez voir ce que vous allez voir, nous allons vous promettre des dizaines de milliards de contrats. Tout ça est négocié, on ne sait pas exactement à quoi ça correspond, mais ça paraît très loin de la réalité. Et vous apercevez que les entreprises américaines ne veulent pas y aller, parce qu'elles se rendent compte qu'il y a un environnement international qui est dégradé, que finalement tout ça paraît très, très gazeux. Même chose quand vous regardez la politique tarifaire de Trump, qui à certains égards contredit totalement la loi des avantages comparatifs en économie internationale, parce que les entreprises ont des chaînes de valeur, des chaînes d'approvisionnement qui sont perturbées par ces politiques tarifaires. Cela étant, moi je crois vraiment que nous ne sommes pas face à un changement d'échelle, mais véritablement un changement de nature. Chacun l'a dit à sa manière, et en particulier parce que d'abord, vous apercevez que dans des secteurs clés, vous avez des entreprises qui ont une agilité bien supérieure à celle des États. Je pense par exemple au domaine du spatial, du télécom, avec SpaceX, avec Blue Origin. C'est des entreprises qui ont été créées il y a une vingtaine d'années. Regardez leurs résultats, c'est absolument extraordinaire. Et puis deuxièmement, vous avez employé cette vision qu'ils ont, j'emploierais peut-être un terme aussi un peu à la mode, le terme de narratif. Ce sont des entreprises qui développent un narratif. Écoutez Peter Thiel, écoutez Elon Musk, c'est absolument glaçant. Et puis ensuite, la relation est quand même beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. D'abord parce qu'il y a la course en quelque sorte entre le pouvoir régulateur des États et de l'Union européenne et la technologie. Et là, il faut avouer que nous sommes parfois en plus mauvaise position parce que réguler, ça prend plus de temps que le progrès technique. On est un peu à la traîne. Et puis, il faut aussi arriver à concilier les logiques de marché, les logiques et les logiques souveraines. Et j'ai en particulier en tête, mais comme nous tous, l'exemple de Palantir, tout récemment, parce que vous avez une entreprise qui est là, qui se développe, qui fait appel aussi aux capitaux, et puis tout d'un coup, il y a un acte exécutif de l'administration américaine qui dit voilà, nous coupons tout. Donc finalement, nous sommes, nous Européens, parce que je crois qu'il faut réintroduire la perspective européenne, nous sommes dans un combat qui est vraiment déterminant
pour l'avenir européen, pour nos technologies, nos entreprises. Un combat qui, à certains égards, peut apparaître déséquilibré parce que nous sommes pris en quelque sorte dans les mâchoires d'un côté des Chinois. Il y a un rapport de l'OCDE très révélateur qui explique que les entreprises chinoises sont subventionnées 3 ou 8 fois plus que les entreprises européennes. Et puis bien sûr la politique de Donald Trump et de ces méga compagnies. Voilà. D'accord. Merci, Monsieur Lévy. Monsieur Muniz, vous venez de Sao Paulo, de l'Amérique du Sud. Est-ce que tout ça, c'est une discussion européenne ou est-ce que vous avez les mêmes débats chez vous? No, this is a historical and a long time debate. C'est un débat qui remonte à loin. Revenons-en à l'intitulé du débat d'aujourd'hui. Donc, est-ce que les super entreprises sont plus puissantes que les États? Abordons ce sujet en posant une autre question. Est-ce que des entreprises se sont déjà agrandies sans être proches de l'État au cours de l'histoire? Moi, je ne me souviens d'aucune entreprise devenant une méga-entreprise sans s'être rapprochée de l'État. Deuxième question, est-ce que ça constitue un problème? Deux réponses possibles. Certains pensent que les grandes fusions se produisent à l'heure actuelle dans le monde entier parce que les méga-entreprises maîtrisent mieux leurs coûts, qu'elles ont des économies d'échelle. Moi, dans ma région du monde, on a mis à jour les codes postaux et donc les coûts de financement sont plus bas. Donc il y a un avantage à avoir des super entreprises, mais d'autre part, il y a des professeurs tout à fait crédibles comme le professeur Ingalis qui avancent que ça pourrait constituer un problème, ces super entreprises. Il a écrit qu'il fallait sauver le capitalisme des capitalistes. Il a aussi un podcast à ce sujet, Capital Isn't, où il critique la puissance qui a été acquise par les super entreprises. Donc, comment éviter ces problèmes? Comment les réduire? On devrait avoir davantage d'agences réglementaires, des agences réglementaires plus fortes, des banques réglementaires qui régulent le développement des banques. Dans mon pays, on a eu un problème récemment avec un énorme scandale bancaire. On devrait aussi avoir de meilleures agences réglementaires ou de régulation pour les services publics. Et sans aucun doute, on devrait aussi avoir des commissions antitrust plus solides. Autre chose sur laquelle on devrait se pencher, est-ce que les super entreprises favorisent bien la croissance? Prenons les 30 plus grandes entreprises cotées en bourse en Amérique latine. Eh bien, sur ces 30, 27% sont déjà des corporations. Par le passé, elles étaient détenues par des acteurs privés ou par l'État et maintenant 27% d'entre elles sont des corporations. Elles n'ont pas de propriétaires, elles sont cotées en bourse et elles croient en la séparation du contrôle et de la propriété. Les entreprises détenues par l'État à l'heure actuelle, sur ces 30 plus grandes entreprises d'Amérique latine, elles ne représentent que 13% de ces 30 entreprises et 15% de la valeur générée. Ce débat est fascinant et je me réjouis d'entendre vos questions. Alors, une chose clé qui a été mentionnée, c'est qu'il y a bien sûr des avantages des super entreprises, notamment la croissance des innovations, etc. De l'autre côté, on veut bien sûr garder la souveraineté en Europe. Madame Laluc, quel est le meilleur équilibre en Europe pour avoir l'innovation des super entreprises, notamment de la tech, et en même temps, bien sûr, aussi une protection, garder la souveraineté en Europe, réglementer le meilleur? C'est quoi le meilleur équilibre?
Le meilleur équilibre, c'est de devenir nous aussi une superpuissance numérique, en réalité. Le meilleur équilibre, pour moi, c'est de nous... On a 4 dépendances critiques. L'interdépendance, c'est normal. Quand on est dans une situation de dépendance au point de ne plus être souverain, au point d'avoir notre état de droit mis en danger, c'est problématique. Ça a été mentionné par rapport au numérique et à Mythos, à Fable, etc. Ça a été aussi le cas dans le domaine des systèmes de paiement où on a des juges de la Cour pénale internationale qui ont été mis sous sanction par Donald Trump et qui donc, comme ils sont drôles, me disent on vit dans les années 90 maintenant, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus accès à Internet, ils n'ont plus de carte de paiement, etc. Parce qu'on avait, et on a encore, même si on a trouvé une solution, une domination des cartes de paiement américaines. Donc ça, c'est dangereux. Quand vous êtes dans un tel état de dépendance qu'en fait vous avez une puissance étrangère qui peut avoir un impact sur l'état de droit, un impact sur la justice, un impact sur la presse, etc., ça c'est problématique, c'est suicidaire en fait. Donc on a 4 domaines dans lesquels il faut absolument qu'on avance. La défense. Bon, la défense, on en a parlé pendant longtemps. Quand on parlait de l'Europe de la défense, certains nous disaient « Ah bah oui, mais on en parle, mais on ne fait rien. » Ça y est, c'est quand même en train d'avancer. La défense, l'énergie. On est en train de le redécouvrir aujourd'hui avec la guerre au Moyen-Orient. Sincèrement, moi, j'ai honte. J'ai eu honte au moment de la guerre, bon, évidemment parce que cette guerre est horrible, mais aussi de nous retrouver dans ce moment de dépendance vis-à-vis des énergies fossiles extérieures. Mais mon Dieu, on avait commencé à faire le Green Deal au niveau européen, détricoté en partie par l'extrême droite, en alliance avec une partie de la droite. Enfin, quand est-ce qu'on va apprendre à un moment? Quand est-ce qu'on va apprendre de nos erreurs? Donc, défense, énergie, système de paiement, et là-dessus, l'euro du numérique va nous permettre de dire Trump peut tout nous couper. On s'en fout parce qu'on a nos propres rails de paiement qui sont à nous et que personne ne pourra vendre. Et puis la question du numérique. Et là-dessus, en fait, il y a 2 choses à faire. 1, réglementer. C'est-à-dire réglementer vis-à-vis de l'extérieur pour protéger nos entreprises. Mais exactement comme la Corée du Sud l'a fait. La Corée du Sud, elle a réussi à s'en sortir, c'est parce qu'elle a réglementé à l'extérieur pour pouvoir protéger ces entreprises en interne et leur permettre un développement et ensuite avoir une vraie planification. Le plan, ce n'est pas quelque chose de soviétique, vous savez qu'il n'y a pas plus gaulliste que le plan, et avoir une stratégie de politique industrielle. Moi, la première chose que j'ai fait quand j'ai repris mon 2e mandat, c'est d'envoyer une lettre à certains présidents de commission en disant « Venez, on convoque tous les acteurs du numérique, parce qu'il y a des gens merveilleux en plus qui sont restés en Europe, et on leur dit qu'est-ce que c'est, quel est le plan qu'on fait pour pouvoir avancer dans un certain nombre de domaines. » Ça n'a pas pris parce que, à mon grand regret, l'Union européenne est toujours beaucoup trop dans la réaction et pas assez dans l'anticipation. J'espère que là, il y a un réveil et qu'on va commencer à développer nos géants. Il y a vraiment, et nos startups aussi, qu'on va travailler ensemble, il y a vraiment, mais on n'a que des talents, Murena, je peux en citer 150 000, on a évidemment Mistral, mais je pense à des entrepreneurs qui sont restés en France, à Jean-Baptiste Kempf, des gens comme ça qui sont des pépites. On a tout ce qu'il faut en Europe pour pouvoir, nous, concurrencer les autres puissances et être à nouveau souverains. D'accord, quand même. Vu, Monsieur Lévy, vu votre expérience de la Russie, comment réglementer, protéger son devenir soviétique à la Russie? Alors, j'exagère, bien sûr. Vous savez, il y a certains Européens qui pensaient, parce qu'heureusement ils sont plus là, mais qui pensaient que l'Union européenne était la nouvelle Union soviétique et qu'il fallait absolument s'en débarrasser. Non, moi je crois qu'on peut faire des choses. Le gros enjeu, c'est de concilier justement compétitivité et régulation. Mais je veux pas casser l'ambiance, mais je pense que chacun doit être dans son rôle. Et il se trouve que j'ai beaucoup travaillé sur les questions européennes quand j'étais au Quai d'Orsay. Et moi, je suis frappé par les débats aujourd'hui. J'écoutais hier justement des interventions, et puis revient régulièrement la souveraineté européenne. L'Europe doit réapprendre la puissance. L'Europe est une puissance qui s'ignore. Tout ça, je suis d'accord, c'est fondamental. Simplement, qu'est-ce que ça veut dire l'Europe? Qu'est-ce que ça veut dire l'Union européenne? Et c'est là où je serais peut-être un peu rabat-joie ou peut-être techno, je ne sais pas.
Mais il ne faut pas oublier d'abord que ces 27 États membres, ces 27 souvent intérêts différents. Il y a des intérêts industriels, il y a des intérêts politiques, chacun fait ses deals. Pendant très longtemps, la France a cru que l'Europe, c'était la France en plus grand, ce qui est une erreur. Et on développe beaucoup de concepts d'ailleurs du type la souveraineté européenne, l'autonomie stratégique, qui en quelque sorte créent des débats ou même font peur à certains de nos partenaires. Et regardez notre approche, l'approche européenne et les divergences qui peuvent exister. On parle de régulation dans le domaine numérique, mais il se trouve que l'Europe, pendant très très longtemps, a privilégié une approche qui faisait la part belle aux consommateurs. Et c'est très bien d'ailleurs. On veut protéger le consommateur, on veut réguler protéger les données, réguler le stockage des données, avoir un certain nombre de règles de comportement des plateformes, mais au détriment de la politique de l'offre. La politique de l'offre, ça fait des années qu'on parle de cloud européen. Voilà, c'est très, moi je crois beaucoup plus à l'initiative des privés que souvent de l'État en ce domaine. Ensuite, autre exemple, pour montrer la complexité du débat, vous avez ceux qui pensent que dans une certaine mesure, il faut peut-être sacrifier certains intérêts économiques à des impératifs de sécurité. Quand Trump fait pression sur les Européens avec l'appui des MAGA en disant « je ne veux plus votre cadre de régulation, DSA, l'acte sur l'intelligence artificielle, et si vous ne le démantelez pas, mais moi l'OTAN j'arrête », c'est un des exemples de deal, mais regardez les propos qu'il a tenus aujourd'hui à la veille du sommet d'Ankara sur l'OTAN. Vous avez certains partenaires, y compris un très grand partenaire voisin qui nous est cher, qui dit effectivement il faut faire attention. Hein. Même chose quand on veut avoir une politique offensive vis-à-vis de la Chine. Beaucoup de pays ont des intérêts commerciaux très importants et c'est pour ça qu'on refuse, on n'a pour l'instant pas actionné ce que l'on appelle l'instrument anti-coercition. Donc je veux dire par là qu'on peut être tout à fait d'accord sur l'approche d'ensemble. Et je crois que les débats d'aujourd'hui sont très révélateurs. Je crois vraiment qu'il y a un déclic européen sous l'effet de la guerre en Ukraine, sous l'effet du retour de la géopolitique n'a jamais disparu, mais en tous les cas, l'irruption des politiques de puissance, la Chine, les États-Unis, certainement. Mais cela étant, c'est très compliqué et à un moment, il faut être capable justement de construire des intérêts européens qui spontanément n'existent pas. Bruno, d'un point de vue économique, dans quel domaine la souveraineté européenne est la plus menacée? Madame Laluc vient de mentionner la défense, énergie, numérique, paiement. Qu'en pensez-vous? Alors, de mon point de vue, c'est surtout dans le domaine du numérique que la souveraineté est menacée, en l'occurrence. C'est-à-dire que, fondamentalement, on l'a compris, par exemple, à l'université. Là, on a une question en ce moment. On a de très nombreux enseignants, de très nombreux étudiants qui sont en train de contractualiser chacun de leur côté avec des grandes entreprises du secteur de la tech, évidemment, pour bénéficier des intelligences artificielles génératives. Donc chacun y va de son préféré. ChatGPT, encore leader de marché, Claude, très aimé. Voilà, donc on a des étudiants, des enseignants qui déversent massivement des cours, des résultats de recherche, qui quelque part deviennent extrêmement dépendants d'une technologie qui en fait est américaine. C'est ça qui se passe concrètement. Elle pourrait être un peu chinoise aussi, mais dans la pratique, c'est essentiellement les Américains. Donc c'est ça qu'on observe aujourd'hui. Et alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est à la tête d'une faculté? On se dit, on a envie d'aider un peu à résoudre le problème, on va acheter des licences collectives. Ne serait-ce que, par exemple, pour assurer une forme d'égalité des étudiants devant le coût des intelligences artificielles génératives. Donc on va acheter une licence collective. Ah, on achète laquelle? Gemini? On achète ChatGPT? Qu'est-ce qu'on achète? Mais non, on rêverait d'acheter français. Par exemple, européen au moins. C'est ça qu'on veut rêver de faire. Alors évidemment, il y en a un qui on ne peut pas rater, il y a Mistral. Mais pour l'instant, Mistral n'est pas du tout leader sur le marché. Donc moi, j'achète des licences collectives Mistral. Je ne suis pas sûr qu'elles vont être utilisées, en fait. Et voilà, là, il y a une dépendance absolument énorme dans un secteur clé
il y a une dépendance énorme et de mon point de vue, c'est quelque chose qu'il faudrait contribuer à modifier de façon radicale dans un futur extrêmement proche. Voilà. C'est pas un point de vue d'économiste, mais un point de vue de directeur de faculté. Oui, Monsieur Muniz, est-ce qu'il y a quelque chose où l'Amérique du Sud peut donner l'exemple à l'Europe en réglementant le numérique ou la dépendance, limiter la dépendance des Américains? That's a very good question. Très bonne question. Je ne suis pas un expert, mais je pense que l'exemple est d'avoir moins de régulation. Nous ne régulons pas beaucoup au niveau tech. Si nous dépendons des États-Unis, cela coûte moins cher que de ne pas être dépendant. J'ai vécu les années 70 et les années 80 où on n'avait pas les moyens d'acheter un ordinateur et personne n'avait assez d'argent pour acheter un ordinateur qui était produit localement ou un micro-ordinateur produit localement. Donc je pense qu'il faut garder cela à l'esprit. Et au cœur de la bataille de souveraineté, est-ce que là, il y a quelque chose qu'on peut apprendre de vous? That's a very relevant. C'est une façon très pertinente de poser la question et donc j'aimerais avoir une démarche plus globale. Si je devais utiliser quelque chose comme exemple de Groenland, je ne parle pas d'avoir plus de réglementation, je parle de la vitesse de la régulation. Les entreprises, les gouvernements doivent investir dans les capacités privées. C'est ce que nous faisons à Groenland. Nous essayons de réduire le niveau d'administration dans le secteur public, mais dans certains domaines, il faut essayer de rajouter plus de capacités parce que ce qui se passe, et ça c'est l'exemple de Groenland, si vous prenez 2 traîneaux de chiens, vous avez un traîneau avec 12 chiens, un autre traîneau avec 4 chiens. Évidemment, celui avec les 12 chiens va aller beaucoup plus vite. Ça c'est comme l'industrie tech. Ils vont trouver quelque chose de nouveau il y a 6 mois. Le traîneau, c'est le gouvernement avec 4 chiens. Et eux, ils vont prendre 6 ans à réguler quelque chose. Donc, il faut s'aligner avec la vitesse des industries en tant que gouvernement. On doit être à la même vitesse que les industries et les entreprises. L'autre chose, c'est qu'il ne faut pas punir les gens s'ils réussissent. Il ne faut pas ajouter des réglementations pour limiter la concurrence. On devrait protéger la concurrence, mais pas les concurrents en tant que tels. Donc, on doit garder ce terrain de jeu pour la concurrence. Je pense que c'est important. Et enfin, je peux dire que le Groenland est le seul pays jusqu'à Brexit qui est parti de l'Union européenne. On l'a fait en 1985, mais pour dire quelque chose de positif sur l'Union européenne, les grandes entreprises tech agissent au niveau planétaire. Si vous, en tant que gouvernement, vous voulez rester dans vos assemblées nationales et vous pensez que vous allez pouvoir résoudre les problèmes des entreprises multinationales, vous vous trompez. Et c'est là que l'Union européenne et d'autres organisations internationales ont un rôle très important à jouer. Donc je pense que l'Union européenne va jouer un rôle de plus en plus important, même pour le Groenland qui n'en fait plus partie. Vous voyez que l'Islande est en train de se demander s'il doit rejoindre l'Union européenne. On peut utiliser la réglementation pour le bien de l'Europe, de la France et également du Groenland. Je voulais juste souligner quelque chose. J'ai eu le privilège de rencontrer le professeur Gary Becker tout de suite après la grande crise financière en 2008. Évidemment, on parlait de la régulation et comment mieux réguler l'industrie des services financiers. Et une chose qu'il m'a dit, que je n'ai jamais oublié, il m'a dit quelquefois, plutôt que d'avoir pas du tout de réglementation, c'est d'avoir des régulations faciles.
une relation facile. Tout le monde parle de beaucoup de règles très compliquées pour maîtriser les banques. Il faut juste augmenter l'exigence capitalistique. Quelquefois, il faut se dire que quelquefois, c'est mieux d'avoir aucune réglementation. Lorsque cela ne marche pas, il vaut mieux avoir des règles simples. Ça, c'est la deuxième solution. Non, et Bruno, maintenant on va prendre les questions de la salle. Donc, mesdames et messieurs, si jamais vous aviez des questions, merci de juste... Oui, il y a déjà un monsieur là-bas, de vous présenter et de poser une question courte, s'il vous plaît. Merci. Bonjour, je suis David Olivero. J'avais une petite question. Il a été abordé le sujet du rôle du politique dans sa capacité à réguler le pouvoir, je vais le dire comme ça, des multinationales. Mais ne pensez-vous pas qu'au-delà de l'aspect économique, dans la souveraineté et l'indépendance, ne se joue pas ici une lutte finalement contre l'idéologie et sur notre avenir social et sociétal? Une bonne question, qui veut répondre? Bien, j'aime cette question. Vas-y. Je répondrai aussi s'il y a des questions difficiles. Je pense que c'est tout à fait vrai. Enfin, on va se parler clairement. On est dans un monde de guerre. Disons-le, enfin, il y a la guerre en Ukraine, il y a la guerre hybride sur notre continent et il y a une guerre commerciale. Voilà. Et c'est effectivement une guerre idéologique. Et d'ailleurs, quand on regarde les grands récits des géants de la tech, c'est aussi quelque part une guerre idéologique, mais petit aparté là-dessus, c'est aussi du business. C'est là où je voudrais dire un petit truc. Nous, en France, on n'est pas habitués, il y a quelques entrepreneurs très communicants et très forts en communication, mais on n'est pas habitué à ce que les livres, etc., ce soit aussi une arme pour vendre une entreprise. Il faut aussi avoir en tête que dans le domaine aux États-Unis, souvent, les livres, c'est fait aussi pour vendre du business. Donc, ne soyons pas non plus trop effarés, même si c'est horrible, certains livres qu'on peut lire de géants de la tech, parce qu'on lit. Ça fait aussi partie en réalité de leur business model. C'est fait aussi en réalité pour vendre. Sur le deuxième point de votre question, oui, il y a une guerre idéologique, il y a une guerre politique, disons-le très clairement. Et en fait, ce qu'on considère être comme des faiblesses, ce sont nos forces. Pour deux exemples. Les États-Unis nous mettent la pression sur quoi? Sur notre réglementation. Tout le temps, matin, midi et soir. Et quand je fais des conférences avec Thierry Breton, on n'est pas tout à fait du même bord politique à la base. C'est le premier truc qu'on dit. La réglementation, vous l'aimez pas, vous n'y touchez pas. C'est notre force. Ils veulent qu'on plie là-dessus, on ne doit pas plier. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, la culture et notre modèle social. Regardez, au début, quand il y a eu le coup au Venezuela et après les menaces sur le Groenland, parce que c'est le Groenland qui nous a réveillés quelque part, ce sont les menaces sur le Groenland qui nous ont réveillés. Vous regardez les réseaux sociaux, c'était inondé du mode de vie à l'européenne, pas à la française, à l'européenne. La façon dont on vivait plus vieux, la façon dont on avait un meilleur niveau en termes d'éducation, d'égalité femmes-hommes, l'accès à la santé, etc. Et tout d'un coup, on a compris pourquoi on aimait vivre en Europe et aussi pourquoi finalement, on n'est pas si mal que ça, parce qu'il y a aussi toute une guerre idéologique, comme vous le dites, et politique, qui vise à nous faire plier avant même de commencer à nous battre. Qui est de dire, mais regardez, vous n'arriverez jamais à avoir des big tech, regardez, on est trop fort pour vous, etc. etc. C'est pas vrai. L'Union européenne, elle n'est pas finie, elle n'est pas finalisée. On n'a pas de budget, il nous manque plein de choses. Et pourtant, on se prend la Russie, la Chine, les États-Unis de Trump, et on tient encore. Ça veut dire qu'en fait, on est beaucoup plus fort qu'on ne le croit, même si on n'est pas parfait pour toutes les raisons qui ont été indiquées. Et ça veut dire aussi que c'est pour ça qu'on est une cible. C'est parce qu'on est fort et qu'on tient, et il faut continuer à le faire. Christian et après monsieur. Yeah, it's also in response to the question. Oui, pour répondre à votre question, je pense que vous avez tout à fait raison. La réponse est oui. C'est ce qui passe. L'idéologie que les connaissances sont en train d'être menacées en France et dans les institutions françaises sont très fortes pour faire de la recherche là-dedans.
on doit renégocier l'idée de capitalisme, on doit comprendre ce qui s'est passé avec le socialisme. Moi, je viens de Groenland, un pays qui est très fort au niveau idéologique, mais par conséquent, il semblerait qu'on ne reçoit pas tous les investissements et toutes les activités industrielles. Nous sommes assez riches, mais en fait, quand même, on n'a pas la même possibilité de garder votre idéologie dans un monde qui change. C'est important lorsqu'on parle de la nouvelle économie et ce qu'amènent les grandes entreprises technologiques. Ici, première. Merci. Je vais être un peu provocateur, donc vous voyez, un peu pour stimuler la discussion. Je viens de lire l'ouvrage de Ranko Milanovic et notre prix Nobel fait une introduction mais dithyrambique en disant que c'est un bouquin fantastique, il y a toutes les idées et je suis en plein accord avec lui. Alors il y a un chapitre qui m'a frappé, il décrit la Chine comme un pays de communisme hayekien, Hayek, contradictoire. Alors le parallèle que je fais, le Parti communiste s'occupe de l'ordre, de la politique, et le business, il est le marché libre, et regardez où sont les Baidu, alors qu'ils n'existaient pas il y a 30 ans. Est-ce que vous voyez un parallèle entre le techno, toute la Silicon Valley, qui est contre la démocratie, qui considère que la démocratie, c'est un truc de l'ancien temps, que nous, on va assurer la prospérité, on va distribuer même des choses comme ça, je vais un peu loin. Et l'Europe, évidemment, c'est l'îlot. On va partout vers un stato-capitalisme. Regardez la Russie, regardez les États-Unis, regardez la Chine, peut-être d'autres pays, on ne sait pas où va le Brésil. Nous, effectivement, on est un îlot où la prospérité, on a l'égalité, la fraternité, tout va bien. Et puis, on distribue, mais on n'est plus dans cette course. Alors évidemment, je ne vais pas dire qu'on ne va pas devenir des stato-capitalismes comme les Chinois ou les Américains, mais est-ce que notre modèle dit social-démocrate n'est pas un petit peu obsolète? Je vous provoque pour que vous me disiez, oui, vous avez raison, mais on s'oriente. Je crois qu'il faut trancher dans le vif. Merci pour cette provocation. Oui. Qui veut réagir? Oui. Je comprends très bien la question, bien entendu. Je crois qu'on on a tous compris l'enjeu derrière cette question. Moi, je voudrais juste revenir un tout petit peu sur cette idée que les États européens et que la protection sociale qui nous caractérise, finalement, ça nous met dans le rouge, en quelque sorte, dans cette course. En fait, c'est pas vrai sur le papier, hein. C'est pas vrai. Je veux dire, la protection sociale, c'est aussi un système assurantiel extrêmement développé qui devrait être capable d'accompagner la prise de risque. Enfin, je veux dire, nos systèmes de protection sociale sont aussi faits pour faire en sorte que nos citoyens, nos concitoyens, soient finalement indemnisés face à des grands chocs, comme des chocs technologiques par exemple, comme des chocs... il y a des chocs individuels au départ, les chocs de santé, les chocs de retraite plus longues que prévu, c'est un choc, oui. Et ils sont faits pour ça, certes, mais de façon générale, le fait de vivre dans des États qui sont protecteurs, c'est pas forcément quelque chose qui spontanément va contre la prise de risque, y compris la prise de risque à grande échelle. La question devient alors, non pas abandonner la protection sociale, par exemple, pour aller vers un système qui soit intégralement tourné vers des choix technologiques particulièrement forts. La question n'est pas là. La question, c'est comment faire peut-être pour réformer notre protection sociale, pour qu'elle soit davantage accompagnatrice de la prise de risque, tout en permettant de protéger les vulnérabilités des citoyens européens. C'est tout à fait possible. Moi, j'en suis convaincu, en tout cas. On peut réformer cette protection sociale pour qu'elle soit un peu plus assurantielle et un peu plus tournée, donc, vers l'accompagnement de la prise de risque. Voilà ce que je voudrais intervenir aussi, rajouter un élément. Je ne peux pas rester inerte devant cette provocation. Je partage tout à fait votre analyse. Hein. La protection sociale doit être aussi conçue comme un élément de compétitivité. Le cœur de l'approche européenne, c'est une économie sociale de marché. Et ce qui la distingue, je crois d'ailleurs, de ce qui se fait en Chine et aux États-Unis et bien évidemment en Russie. Deuxièmement, les analyses dont tu parles dans ce livre de la Chine me paraissent très loin de la réalité. La Chine, il n'y a pas d'un côté le Parti communiste et de l'autre côté les entreprises. C'est un bloc. Et on voit bien, dès qu'il y a une entreprise qui diverge un peu, j'ai cité l'exemple de Jack Ma, c'est un ensemble qui est extrêmement cohérent, extrêmement performant. Et côté américain, en fait, ce sont maintenant des libertariens.
C'est-à-dire, et on voit d'ailleurs comment ils ont changé de bord, parce que la Californie high-tech était, il y a quelques années, considérée comme l'avant-garde de la liberté, de la démocratie. Regardez maintenant le virage idéologique. Et en fait, c'est là où, effectivement, cette singularité européenne, à la fois économique, avec l'économie sociale de marché, le message de régulation, de liberté que nous portons, et aussi d'approche collective dans le monde, dérange. Et c'est pour ça que nous sommes la cible à la fois de Moscou, de Washington et de Pékin. Je peux vous dire une anecdote. Moi, je dois, en tant que présidente de commission, aller chaque année à Washington. J'y étais juste avant les élections de Donald Trump. Et je parlais avec le big business, qui venait essayer de me faire la leçon sur vous les Européens, vous êtes quand même archaïques, etc. Ce à quoi je lui ai répondu, vous êtes mignons, mais vous allez nous faire élire quelqu'un qui va nous mettre des tarifs, des droits de douane. Donc en fait, mollo les basses. Ils m'ont tous dit, non mais Donald Trump is very vocal, but at the end of the day, everything is going to be fine. Et en fin de compte, il parle beaucoup, mais en fin de compte, tout ira bien. Ils avaient tous peur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la ligne entre... Enfin, je veux dire, jamais on doit négocier sur les valeurs, jamais on doit négocier sur la démocratie, jamais on doit négocier sur l'état de droit. Pourquoi ? Parce que derrière, il y a un truc qui n'est pas très loin, qui en fait même partie, qui s'appelle le droit de propriété. Et tout d'un coup, parce qu'ils voyaient Donald Trump arrêter des chantiers de manière totalement discrétionnaire du jour au lendemain, ils se sont dit « Ah, en fait, ça pourrait être nous ». Et je crois vraiment que ça, il faut l'avoir en tête. Et merci de votre provocation. On négocie jamais avec nos principes, jamais avec nos valeurs et jamais avec l'état de droit. Ça se finit toujours très très mal. On a le temps pour une dernière question courte, s'il vous plaît, monsieur. Bonjour. Je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit, madame, et je vais être un petit peu polémique. Les grosses entreprises européennes, françaises, ont besoin de pérennité, c'est leur objectif, de stabilité, de croissance et de crédibilité. Est-ce qu'il n'y a pas une distorsion qui fait que, à un moment donné, vous n'arrivez pas à vous faire entendre par des réglementations difficiles et qui échouent? C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Est-ce que cette distorsion, et là je vais être polémique, mais tant pis, ne provient pas du fait qu'une entreprise respectable, c'est la pérennité, c'est le sérieux, c'est la croissance, par rapport à un monde politique qui est éphémère? Je m'explique. Ce que l'un vous dit à un moment donné, eh ben, il n'existe plus ensuite. Tout à l'heure, vous avez parlé de Trump, vous avez parlé de son prédécesseur, etc. C'est toujours pareil. Et est-ce que ce n'est pas ce décalage qui fait un blocage? Parce que les élites politiques sont éphémères. Et ce que l'un a décidé, l'autre va le détruire. Et c'est un cercle vicieux. Quel est votre sentiment là-dessus? La conclusion de vos propos, c'est qu'il ne faut pas faire d'élection, en fait. Il faut que... C'est quoi? Si je tire le fil de votre propos, il y a un truc qui est chelou quand même, si je peux me permettre. Non, ce que je veux dire, c'est que tout à l'heure, vous nous avez rappelé qu'il y a des difficultés pour obtenir des réglementations communes qui font avancer les choses et qui vous sécurisent, qui devraient vous sécuriser. Or, ces réglementations sont faites, sont mises au point par des politiques qui sont éphémères dans leur fonction. Pas eux-mêmes, mais éphémères dans leur fonction. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est à la Commission européenne, demain, il n'y est plus. Est-ce que ce n'est pas un problème d'instabilité de rapport? C'est ça que je veux vous dire. Et Louis XXI, ça pourrait être une solution. Hein. Donc un roi de France, le retour de la monarchie pour éviter l'instabilité des politiques qui naissent. Je pense que c'est un peu la... Non, mais on comprend la provocation. La provocation, c'est que les entreprises françaises ont besoin de stabilité et que parfois, c'est vrai, nos lois, nos régulations peuvent l'être un petit peu moins. Je suis spécialiste du marché du travail. L'assurance chômage est constamment en réforme. Ça n'aide pas les chercheurs d'emploi, ça n'aide pas les entreprises à prendre des bonnes décisions.
Elles ont l'impression d'être dans des cadres réglementaires instables, et ça ne favorise pas, évidemment, l'activité économique. Ceci étant dit, de là à jeter la démocratie... Alors, on va essayer de prendre... je suis d'accord avec vous, mais... Une dernière phrase, s'il vous plaît. Il nous faut une planification, il nous faut du long terme, en fait, il nous faut un réducteur d'incertitude. Et c'est ce qu'était le plan à la française, le plan, c'est ce qui a mis le PIB, c'est ce qui a permis la reconstruction de la France. Il nous faudrait ce genre de choses. Et ensuite, moi, je vais voir les entrepreneurs du numérique depuis des années. Ils ne me disent pas que le problème, c'est la réglementation. Ce dont ils ont besoin, c'est de carnets de commandes pleins. Et donc, notre administration doit aujourd'hui absolument commander du numérique européen. Merci beaucoup. Merci, Madame Laluc, pour ces derniers mots. Je pense que c'est au résumé. Et merci Bruno de Creuse, merci Christian Kelsen de Groenland, monsieur Lévy et monsieur Muniz pour cette discussion. Et je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous.